L'année du loup-garou ou Cycle of the Werewolf en VO est un roman court fantastique d'horreur écrit par Stephen King et paru en 1983. Selon les éditions, il comporte des illustrations du grand Bernie Wrightson qui avait œuvré sur Creepshow et se divise en 12 chapitres, un pour chaque mois de l'année. Le roman va donc, comme souvent, être adapté au cinéma à partir d'un scénario écrit par Stephen King lui-même, assez fidèle au roman, mais l'histoire est centrée plus sur Marty Koslow plutôt que sur le loup-garou, plus condensé dans le temps par rapport au livre, produit par le mogul Dino De Laurentiis et réalisé par un ancien assistant réalisateur sur le E.T. de Steven Spielberg par exemple, et qui va travailler aussi avec Francis Ford Coppola, et ne réalisera que des épisodes de séries télé bien connus derrière. Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu de loup-garou à l'époque au cinéma, en tout cas rien de prestigieux depuis le Hurlement de Joe Dante et le loup-garou de Londres de John Landis. Ici, le héros est un jeune homme paralysé, aidé de son oncle, et dont le mal est incarné par un loup-garou qui est le révérend de la ville. D'être si peu de choses. Mon révérend, son cadavre n'était que bouilli. Stephen King est toujours le maître de l'horreur et ses adaptations au cinéma sortent en cascade dans les années 80 avec plus ou moins de bonheur, et Daniel Attias va décider de se concentrer sur les personnages pendant 95 minutes, très bon timing pour ne pas emmerder vite le public, et parler au travers des relations entre les personnages de la condition humaine. Sacré nom de Dieu, de bon Dieu, de Vérole de moine. Oncle Red. De sa part, ça peut se comprendre. Plusieurs versions du scénario seront remaniées par Stephen King et le réalisateur n'a que 7 semaines de préparation pour le film, une production de Laurentiis classique. Stephen King et le réalisateur Daniel Attias vont donc travailler ensemble et se soutenir l'un l'autre contre le producteur italien qui essaie toujours de mettre son nez là où un nez n'a rien à y faire. De plus, Peur Bleue est un des romans les plus courts de l'auteur, pas de quoi développer pleinement une histoire courte. Je ne sais pas si tu me croiras, mais je jure que je ne ferai plus jamais de mal à un enfant innocent. J'en parlerai à personne. Les illustrations de Bernie Wrightson serviront de modèle pour le loup-garou, bien que le producteur et son ami Carlo Rambaldi aux effets de maquillage essaient de trouver un autre look qui ne fonctionne bien sûr pas. Il est évident que c'est sûrement une des raisons pour laquelle De Laurentiis s'est dit très déçu du costume de loup-garou ainsi que de la façon dont l'acteur qui le mettait se déplaçait. Le Silver Bullet du titre anglais et bien sûr la balle en argent, seule arme de destruction massive du loup-garou, mais aussi un fauteuil roulant sophistiqué qui permet au héros de se déplacer de façon très cool, offert par son oncle. Le fauteuil permet bien sûr au jeune homme de se déplacer, mais très très vite afin qu'il puisse découvrir le monde où il vit, le monde qui l'entoure. Stop, freine! À tous les coups, il va se viander. Un garçon qui va se mettre à étudier, observer les gens et découvrir que quelque chose ne va pas dans sa ville. En effet, après la mort d'un cheminot décapité et d'une femme à la gorge arrachée, le jeune Marty va lui aussi être agressé par la bête et va s'en sortir en lui crevant l'œil gauche grâce à un feu d'artifice. Il ne reste plus qu'à chercher celui qui dans sa ville a un œil en moins, aidé par sa sœur et son oncle. Tout Stephen King est dans le film. La description de la petite ville américaine comme on les aime chez lui et qui sombre dans le fantastique et l'horreur, le mal qui prend peu à peu la ville comme son terrain de chasse, laissant les habitants apeurés, et bien sûr héros et méchants, adultes et adolescents qui vivent cette aventure avec une empathie comme on les aime. Merde. Malheureusement, le loup-garou, lui, est créé par Carlo Rambaldi, qui est le point faible du film, ne remplissant absolument pas la case du spectaculaire comme souvent chez le bonhomme. Ça et quelques minutes de remplissage de film n'en font pas le chef-d'œuvre attendu, certes, mais Carlo Rambaldi restera pour moi un des maquilleurs les plus surestimés du cinéma, dont seul E.T. et les vers du Dune de David Lynch, bien que trop rigides, qui restent en tête. Une séquence de cauchemar où le révérend voit ses ouailles se transformer en loup reste une belle scène, mais filmée de façon expressionniste, et une fois terminée, on tombe niveau maquillage dans le grotesque, ceux-ci ne suivant pas le minimum syndical requis. Maquillage final du monstre, bien que venant des dessins de Wrightson, le font plus ressembler à un ours qu'à un loup, comme Rick Baker ou Rob Bottin avaient su le faire sur les films de John Landis et Joe Dante, et l'on n'a aucun mal à imaginer la fermeture éclair derrière le bonhomme.
Heureusement, la photographie d'Armando Nanuzzi rend le film magnifique, même si son travail sur le Maximum Overdrive de Stephen King sera bien moins impactant. Il faut le voir pour le croire, mais l'ambiance est superbe, la brume qui tourbillonne au pied des habitants pendant la chasse, les lumières sur le fameux pont en bois dans la scène où le révérend piège Marty, et les feux d'artifice qui se reflètent sur l'étang. Un film à 7 millions de dollars de budget qui emportera plus de 12 aux États-Unis et projeté en avant-première au Festival international du film fantastique d'Arthur Arias en janvier 86 pour une sortie 2 jours après en France qui donnera plus de 354 000 entrées. Jane, j'ai quelque chose à te dire. Faut que je te parle. De quoi? Je ne peux pas me tuer. Notre religion nous enseigne que le suicide est le plus grand péché que l'être humain puisse commettre. En pur personnage de Stephen King, nous avons donc le jeune Marty Koslow, parfaitement comme à son habitude, interprété par le jeune Corey Haim. Dans le film, handicapé physique, qui a de mauvais rapports avec sa sœur Jane au départ, et étouffé par des parents trop envahissants, l'empêchant de vivre la vie à fond malgré son handicap. Je voudrais que tu en fasses une balle en argent. Il s'éclate du mieux qu'il peut avec ses potes et vénère son oncle Red, un peu alcoolique certes, mais drôle et dissolu. J'ai parlé de sa filmographie dans ma vidéo sur le film Génération perdue de Joel Schumacher, où il affronte cette fois des vampires et aura une vie avec ses hauts et ses bas à cause d'actes pédophiles qu'il aura subis par un réseau de salopards et le feront plonger dans la drogue. Il mourra en 2010. C'est William Corrin qui est à sa voix française ici. Et n'oublie pas qu'en dehors du feu d'artifice, c'est fait pour empêcher les dingues de s'attaquer aux mecs gentils. L'oncle Red est joué par l'immense Gary Busey, ici un alcoolique sympathique qui adore son neveu et qui prend comme point d'honneur de traiter ce dernier comme un enfant normal. Il va fabriquer donc à Marty un fauteuil roulant doublé d'une moto, le fameux Silver Bullet, titre du film en anglais et bien sûr que l'on traduit par balle d'argent, seul capable de tuer un loup-garou. Wow! Elle est extra, non? Il va encourager l'enfant à trouver le moyen de s'affirmer et d'être indépendant et va apprendre que Marty sait qui est le tueur en ville. Gary Busey a de nombreux rôles cultes dans sa filmographie, dont beaucoup dont j'ai parlé comme le Monsieur Joshua de L'Arme fatale de Richard Donner, Papas dans Point Break de Catherine Bigelow, Peter Case dans Le Predator 2 de Stephen Hopkins et qui aura maille à partir avec la cocaïne et tous les problèmes qui iront derrière. C'est le grand Pascal Renwick qui fait un doublage génial ici comme d'habitude. Tu vois, sale petite graine de connard, tu vas avoir un terrible accident. Le révérend Law est donc interprété par Everett McGill, homme d'église, et loup-garou, le bien et le mal, en un seul homme. Un homme ténébreux d'ailleurs, s'il en est, dont le garage chez lui est une réserve pas comme les autres. Bon, même si le casting de Everett McGill est parfait, il est dès le début facile de comprendre qu'il n'est pas le gars gentil, mais bien le monstre que l'on attend. C'est normal, Jane. Les petits frères, c'est bien souvent comme ça. Dans le livre, même en loup, le personnage parle, ce qui ne sera pas le cas dans le film. McGill est un acteur toujours impeccable, que l'on a découvert en France dans La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, en Nao, Stilgar pour David Lynch dans Dune, qu'il retrouvera sur Twin Peaks en Ed Hurley ou dans Une histoire vraie, un officier incapable qui emmerde Eastwood dans Le Maître de guerre, et bien sûr absolument génial en papa dans Le Sous-sol de la peur de Wes Craven, Papa Police. Jean Barnet fait sa voix ici, toujours très bon. Mais pour lui, on sait pas, il est possible que la lune soit pleine éternellement. Et qu'il a encore plus loup. Megan Follows est une actrice canadienne qui joue donc le rôle de la sœur de Marty, Jane. Leurs relations sont très houleuses mais vont se rapprocher positivement de plus en plus face au mal incarné qu'est le loup-garou. Une actrice vue souvent à la télévision et doublée ici par Isabelle Gantz. C'est son deuxième rôle au cinéma. On aurait mieux fait d'aller à Londres pour un mois qu'à New York pour un week-end. Du moins, cela parut être une coïncidence. Léon Ressom est le père de Marty, Bob, qui est une belle filmo comme Sens unique de Roger Donaldson, Star Trek 6 de Nicolas Meyer, Le Fantôme du Bengale de Simon Windsor ou Le Big Lebowski des frères Cohen. C'est un habitué des seconds ou de tiers rôles et joue souvent les maires ou officiers de police, et c'est Michel Derain qui le double dans le film. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Terry O'Quinn et le shérif Joe Heller, acteur dont j'ai parlé sur ma vidéo de Rocketeer de Joe Johnson, bien connu en John Locke dans la série Lost ou dans Millennium créé par Chris Carter. Il a joué dans beaucoup de films et de séries et finira sous les coups de batte de baseball, et oui, récupéré par le loup parce que oui, les crocs et les dents ne suffisent toujours pas. Daniel Gall le double dans le film. On paie des impôts pour avoir la sécurité, oui ou merde? Joe Heller,
c'est une nullité. Bill Smitrovich et Andy Ferton, personnages classiques des romans du maître, grande gueule et fouteur de merde dans la ville, avec un sale caractère à me faire passer pour un youtubeur cinéma de qualité. On a vu l'acteur chez Michael Mann dans son Manhunter ou Deux flics à Miami, et il a une très belle filmographie. C'est Jean-Pierre Moulin qui joue sa voix française. Ou vous baissez vos thermostats, ou je vous attrape par la peau du dos et je vous éjecte. Laurence Tierney et Owen Knopfler, on le voit très peu, superbement doublé comme d'habitude par Georges Atlas, pour les 3 mots qu'il dit, et c'est lui qui tient le bar de la ville, un acteur à la filmographie substantielle, dont beaucoup se rappelleront sur des films comme Les vrais durs ne dansent pas de Norman Mailer, ou Réservoir Dogs de Tintin, et Armageddon de Michael Bay pour ses derniers films. C'est Varèse Sarabande qui va nous éditer la musique de Jay Chataway avec leurs pochettes toujours magnifiques et qui rendent si bien sur vinyle le genre de pochette à regarder aujourd'hui pour qu'obligatoirement la nostalgie s'empare de nous et du plaisir musical que l'on avait, même parfois pour le pire, dans ces années folles. L'expérimentation était la norme et ici, après son Maniac et son Vigilante pour les films de William Lustig, un Porté disparu et Invasion USA pour Joseph Zito, il va nous livrer une partition symphonique agrémentée de passages électroniques qui ne va pas utiliser n'importe comment, mais en faire un véritable outil, bref une composition intelligente. Une musique écrite de façon talentueuse et une maîtrise étonnante parce qu'il faut le dire, celle-là on ne l'avait absolument pas vu venir. Alors oui, bien sûr, l'œuvre n'est pas non plus la plus originale jamais écrite, mais n'oublions pas le film sur lequel on est et l'on pense parfois au Mad Max de Brian May et les scènes d'action ou de suspense sont diablement efficaces avec une tonicité revigorante à l'écoute, presque agressive comme les attaques du monstre. Bref, une musique en adéquation avec le sujet, c'est déjà ça. Seul l'argent peut tuer un loup-garou. Le thème principal, très lyrique, n'est pas en reste et prouve tout au long de l'écoute, même si vous connaissez que le sujet sans avoir vu le métrage, que le compositeur a complètement compris de quoi parlait le film et que sa musique est faite pour en accompagner des images de la meilleure des façons. On ne peut s'y tromper, la musique est réussie. Une atmosphère très loup-garou donc, très fantastique aussi, viscérale parfois dans ses morceaux les plus fous, et il est vraiment dommage que ce compositeur retombe au cinéma dans l'oubli, dans des films moins barrés. Il continuera son travail avec Joseph Zito sur certains films et partira travailler à la télévision sur différents épisodes de la saga Star Trek, de Next Generation à Enterprise, en passant par Deep Space Nine et Voyager bien sûr. Une musique qui clairement est un des points les plus positifs du film, un de plus en tout cas, typiquement des années 80 avec son thème dont la poésie nous donnerait envie de lire un King en l'écoutant. Parfois dissonante, nostalgique ou tout simplement horrifique, les thématiques sont présentes et différentes, surtout celles associées au personnage principal joué par Corey M. Les synthétiseurs menacent et suivent les cuivres qui agressent, comme si chaque instrument se révélait être un moment ou un personnage même, et les passages les plus intimistes du film ne sont pas en reste. N'oublions pas la confrontation finale où, durant la transformation en loup, Jay Chataway nous gratifie de son son de loup, ce qui à l'écoute est absolument génial. Le talent du compositeur est ici plus qu'évident, c'est sa meilleure partition pour moi, qui sortira donc chez Varèse Sarabande en vinyle, puis en version deluxe, avant qu'Intrada ait la bonne idée de nous sortir l'intégralité du score en 2023, toujours disponible aujourd'hui quand je fais cette vidéo. Il était temps pour avoir quelques 20 minutes de plus. Le loup-garou au cinéma est trop souvent absent et c'est toujours avec avidité que chaque métrage parlant de ce monstre classique est attendu, espérant en tant que fan ne pas être trop déçu. Ici tout y est, le brouillard, la pleine lune, les hurlements de loup et les victimes bien sûr sur les fameuses balles en argent qui nous donnent une bonne petite série B avec toutes ces lettres de noblesse tirées d'un roman très court, non exempt de défauts pour le film mais bien trossé. Abandonner la structure du roman mois après mois rend le film bien plus fluide et rapide, un film se passant pendant un bel été américain, et bien que de facture plutôt classique et conventionnelle, nous donne un film aux prises de vue absolument superbes grâce au grand directeur de la photographie italien Armando Nannuzzi qui avait travaillé avec la crème des réalisateurs italiens et c'est peu de le dire. La déception viendra donc des maquillages et au final aussi peu de sang à l'écran, le minimum attendu quand même dans ce genre de film mais presque trop gentil.
Roar ou Hurlement 2 de Philippe Morat déçoit grandement la même année et Teen Wolf de Rob Daniel est une comédie réussie, mais les loups-garous ne sont pas représentés de la meilleure des façons depuis les deux chefs-d'œuvre du début des années 80. Reste une bonne série B comme on les aime, qui n'a pas à rougir, d'autant que sur le genre il y en a peu, et même si certains y voient quelques manques de rythme et des maquillages foireux, ne nous feront pas oublier une ambiance, elle, très réussie. Je vais mettre au film un bon 5 sur 6, déjà parce que l'ambiance Stephen King y est à son paroxysme, on est vraiment dans un film où le maître a son empreinte, les loups-garous ça manque, et même si celui-là est un peu foiré, eh ben ça fonctionne, et surtout les personnages sont juste impeccables, Gary Busey en tête, c'est même lui qui est promis au générique. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, bref plein de choses. J'ai pas encore fait les capotes. Vous avez le lien en description, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche. À bientôt pour du lourd, bye bye. Je t'aime, Dieu.